Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire de l'innovation intitulé Détecter les signaux faibles pour permettre à votre entreprise d'innover, qui sera animé par Christian Travier, directeur de Laval Mayenne Technopole. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois ce matin, je m'appelle Charlotte Duval, je suis chargée d'accompagnement des entreprises chez Laval Mayenne Technopole, LMT. Et donc LMT, notre mission, c'est de promouvoir et d'accompagner l'innovation et les projets d'innovation sur le département de la Mayenne. Et donc, dans une partie de nos missions, on organise chaque deuxième mardi du mois une matinée ou un webinaire de l'innovation. Donc, soit une matinée en présentiel qui a habituellement lieu dans nos locaux, ou comme ce matin, un webinaire, événement d'une heure en ligne, pour vous permettre de découvrir ou redécouvrir des méthodes et outils des projets d'innovation. Vous pouvez d'ailleurs retrouver nos précédents webinaires en replay sur notre chaîne YouTube Innover et Réussir. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Christian Travier et je vous souhaite à toutes et tous un très bon webinaire. Merci Charlotte, merci à vous tous d'être là. Et donc, nous allons passer une petite heure ensemble pour travailler sur ce sujet des signaux faibles dans l'optique de préparer l'innovation dans l'entreprise. Comment les signaux faibles sont une impulsion pour innover. Alors, pour commencer ce webinaire, je vais vous d'abord peut-être me présenter en deux mots, mais surtout vous dire que voilà, vous pouvez me retrouver tous les mardis, tous les 15 jours dans ma newsletter qui s'appelle Un pas dans l'inconnu, dans laquelle j'aborde différents sujets liés à l'innovation, mais aussi à l'entrepreneuriat, mais aussi au management. Et donc, il est probable que dans un des numéros qui viennent, je puisse reprendre ce sujet des signaux faibles que j'ai donc travaillé pour ce webinaire, pour en faire un article de la newsletter. Donc, vous pourrez, si vous êtes abonné, le découvrir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, il est toujours temps de le faire. Vous verrez déjà une centaine d'articles ont été écrits dans les 3 ans qui viennent de passer. Voilà. Et donc, pour démarrer, je vous pose une question, une devinette difficile. Que s'est-il passé le 14 septembre 2015 à 11h51? Voilà, c'est à la fois précis et en même temps un peu difficile. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a une idée. Est-ce que dans le chat, vous pouvez mettre une réponse si vous avez une idée? Voilà, le 14 septembre 2015 à 11h51. Que s'est-il passé de significatif? Aucune idée. Ah, il y a des petits malins qui ont cherché sur Google. Et effectivement, si on tape cette date, il ressort sur Google une information qui était la suivante. Donc, voilà, le 14 septembre 2015, on a détecté pour la première fois les ondes gravitationnelles. Alors, de quoi s'agit-il? Les ondes gravitationnelles, c'est une émission due à la masse des objets qui émet une onde, et celle-ci avait été prédite par la théorie de la relativité générale de Einstein en 1916. Et donc, vous voyez que un tout petit peu moins de 100 ans plus tard, on a enfin pu confirmer que cette théorie était vraie, puisqu'on a pu mesurer les ondes gravitationnelles, alors produites par la collision de deux objets très très lourds, donc de deux trous noirs. Et un trou noir, c'est plus de 30 fois la masse du Soleil. Et ces deux trous noirs situés à plus d'1 milliard d'années-lumière, donc c'est-à-dire qu'on a mesuré un événement qui s'est produit il y a plus d'1 milliard d'années, on a pu le mesurer grâce à un détecteur très sophistiqué qui s'appelle un interféromètre. Alors peut-être ceux qui se souviennent de leur cours de physique
d'avoir fait des manipulations avec des interféromètres pour regarder comment les ondes lumineuses créent des raies sombres et des raies lumineuses quand elles se mettent en interférence. Mais là, c'est un interféromètre un peu particulier puisque chacun des bras fait 4 km de long. Et au centre, on a pu mesurer le 14 septembre 2015 une petite variation de longueur d'un des deux bras et donc ainsi prouver que les ondes gravitationnelles étaient réelles. Mais moi, ce qui m'a intéressé, et pourquoi je vous parle de cet exemple très spécifique, hein, c'est que on a réussi à mesurer un signal, un déplacement d'un des miroirs de l'interféromètre. Je ne sais pas si vous allez réussir à imaginer ce que c'est, mais on a mesuré un déplacement de 1 milliardième de la taille d'un atome. C'est-à-dire qu'un atome, c'est déjà pas gros. Eh bien, il faut imaginer 1 milliardième de cette taille, et c'était ça le déplacement qu'on a mesuré. Alors, peut-être ça ne vous parle pas beaucoup parce que c'est difficilement imaginable, mais pour mesurer ça, c'est vraiment un signal faible. Et je me souviens quand j'étais plus jeune, je déjeunais presque tous les midis avec des gens qui bossaient sur la construction de cette expérience. Et c'est une prouesse technologique absolument incroyable que d'arriver à isoler ce signal très, 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 très faible de tous les bruits qu'on peut imaginer, qui sont bien sûr très largement supérieurs à ça. Donc voilà, alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que finalement ça illustre c'est quoi un signal? Un signal et un signal faible en particulier. Donc un signal, eh bien, il faut qu'il y ait une source qui émette quelque chose. Là, en l'occurrence, c'était la collision de deux trous noirs qui a émis une onde. Mais il faut surtout qu'il y ait un récepteur en face. Parce qu'un signal émis, s'il n'y a pas de récepteur, si on n'a pas ouvert un capteur, eh bien, on ne peut pas le voir. Ou bien si le récepteur ou le capteur est trop peu sensible, on ne peut pas le voir non plus. Et donc, dans l'interprétation des signaux faibles, eh bien voilà, il faut faire attention au capteur, c'est-à-dire comment va-t-on écouter les signaux émis par notre environnement, par diverses sources, et c'est là que rentre en jeu la notion de signaux faibles, parce que si le signal est faible mais qu'on n'a pas mis de capteur, on ne peut pas l'écouter, mais si le signal est plus fort qu'on n'a pas de capteur, on ne peut pas l'écouter non plus. Et puis, si on a mis un capteur mais qu'il n'est pas assez sensible, eh bien, on ne va rien voir. Voilà. Donc, toute la discussion ce matin va porter là-dessus. Quelles sont les sources de signaux faibles et comment on va faire pour les détecter et les écouter? Comment on va se préparer à la fois mentalement, mais aussi comment on va s'outiller pour pouvoir écouter ces signaux et en tirer quelque chose. Donc, lors de votre inscription, vous avez demandé un peu quelles étaient votre définition des signaux faibles. J'en ai repris ici quelques-unes qui sont pour beaucoup justes et qui donnent différentes illustrations de la façon dont on peut définir finalement un signal faible. Alors, c'est quelque chose qui est à la fois faible, donc d'où les mots que vous avez utilisés, les rubeurs, les non-dits, les phrases anodines, voilà, donc des choses qui se remarquent pas au premier abord, mais surtout, ce sont des signaux qui sont censés évoquer ou indiquer une direction vers laquelle on va aller. Et donc, voilà, c'est ce que vous avez dit aussi, qui dit ce sont des anticipations, ils montrent une tendance, ils montrent
les évolutions, les changements qui vont se produire. Et donc, pour définir en une phrase qu'est-ce qu'un signal faible, eh bien, voilà la définition que je vous propose. Donc, un signal faible, c'est une donnée, alors une donnée de toute nature, hein, ça peut être une donnée chiffrée, mais ça peut être une donnée, un fait, ça peut être une opinion, ça peut être un événement. Donc, c'est une donnée qui apparaît de façon peu visible, c'est-à-dire que le moment où elle apparaît, cette donnée, elle n'est pas spécialement médiatisée, elle n'est pas spécialement communiquée, où elle apparaît de façon discrète. Et pourtant, cette donnée annonce des changements ou des tendances futures. Alors, plus ou moins lointaines, plus ou moins impactantes, ces changements et ces tendances. Voilà un peu la définition que je vous propose pour le signal faible. C'est celle qu'on va essayer de comprendre et voir comment elle apparaît, dans quel domaine les signaux faibles peuvent intéresser l'entreprise dans sa politique d'innovation. Alors, évidemment, ce terme, il est aussi utilisé dans d'autres domaines. Par exemple, en santé, une maladie peut apparaître de façon très soudaine, mais elle peut aussi apparaître de façon progressive. Et il y a quelques signaux qui peuvent passer inaperçus, soit des douleurs, soit des changements d'attitude. Par exemple, on prend la maladie d'Alzheimer qui démarre relativement lentement. C'est ça que vous vouliez surtout. Et qui donc, on peut la détecter. Oui, c'est ça, j'attendais la unité de pilotage. C'est pour ça. Ah, voilà. Pardon, il y a quelqu'un qui a mis son micro. Est-ce qu'il est possible de couper votre micro, s'il vous plaît? C'est bien, c'est ce qu'il faut. Non, c'est bon, j'ai eu. Ouais, après, non, c'est juste que là, cette semaine, c'était un peu. Enfin, donc voilà, donc je disais, en santé aussi, on peut avoir des signaux faibles, ou bien dans les relations humaines, les relations sociales, il est aussi possible que des relations se tendent progressivement et que cette tension, elle commence à apparaître sous forme de petits signaux qui, si on est attentif, vont être visibles, mais si on ne l'est pas, vont passer inaperçus, puis d'un coup, voilà, la relation va se dégrader et on ne va pas comprendre. Donc, le signal faible, c'est pas une notion qui est réservée à l'entreprise ou à l'économie ou donc à l'innovation. Hein. C'est une notion plus générale, mais ce matin, on va se focaliser sur en quoi les signaux faibles peuvent faire évoluer l'entreprise et peuvent un peu orienter sa politique d'innovation ou ses projets d'innovation. Donc, un exemple ici, je me reporte dans le passé, en 1887, donc Monsieur Benz, oui, c'est celui de Mercedes-Benz, qui a donc été le premier à développer une voiture automobile qui avait à peu près cette tête-là. Et donc, je me suis dit, mais finalement, est-ce que les maréchaux Ferrand se sont inquiétés de cette information lorsqu'ils l'ont eu, qui a fait peut-être, voilà, je sais pas, un article dans les journaux ou un entrefilé, je ne sais pas exactement quel retentissement a été donné à cet événement, le jour où M. Benz est sorti dans la rue pour la première fois à bord de son automobile. Voilà. Est-ce que les gens, donc les maréchaux Ferrand qui s'occupaient voilà, des chevaux, qui étaient donc très à la mode à l'époque puisque les voitures étaient hippomobiles, est-ce qu'ils se sont inquiétés de ce signal faible? Ils se sont dit, oh là là, le monde est en train de nous échapper, il faut vite que on s'adapte. Je ne sais pas, je ne donnerai pas la réponse, mais voilà typiquement le signal faible qui peut impacter son entreprise, puisqu'elle peut remettre en cause
une grande partie de son marché. Alors, on a souvent besoin d'une définition de l'innovation. Il y en a plusieurs qu'on peut donner. Et ici, j'en ai fait une qui est appropriée à comprendre quelle est la relation entre l'innovation et le signal faible. Et donc, l'innovation ici, je vous propose la définition suivante: saisir une opportunité de marché en proposant une nouvelle solution plus adaptée à la situation présente que l'on vit. Donc, il y a trois termes dans cette proposition. Donc, l'opportunité de marché, puisque l'innovation n'est intéressante que si elle débouche sur un marché. Je rappelle, ce n'est pas une invention. Et puis, l'innovation, c'est forcément une nouvelle solution, qu'elle soit technique ou organisationnelle ou marketing. Et forcément, on pense que si on met sur le marché une nouvelle solution, c'est qu'elle est plus adaptée à la situation, aux besoins des clients ou à l'environnement qui a évolué. Donc, comment maintenant, on va regarder aussi comment cette innovation peut être nourrie par les signaux faibles. Mais juste pour revenir sur mon exemple précédent, il faut bien imaginer qu'une innovation, elle peut être mise en œuvre par une entreprise dans deux objectifs différents. Alors, pour l'illustrer, donc je reviens à mon exemple de voiture automobile. Donc, vis-à-vis de deux professions de l'époque qui étaient très répandues, le charron, donc celui qui fabrique les roues et les charrues et les diligences, et le maréchal ferrant qui donc ferre les chevaux. Donc, pour le charron, comment l'apparition de l'automobile, comment est-elle une opportunité de marché? Lui, le charron, il fait des roues pour les diligences, par exemple. Eh bien, il est assez facile pour lui de voir que la voiture automobile va être une opportunité de se développer, d'étendre son marché, puisqu'il va pouvoir passer de l'automobile, de la diligence à la voiture automobile. Peut-être qu'il va falloir s'adapter parce que les vitesses ne sont pas les mêmes et donc les roues vont devoir être un peu différentes. Donc, il va devoir innover, mais globalement, il y aura une continuité. Il va perdre un marché pour en gagner un autre. Et donc, il va pouvoir, peut-être, s'il s'y prend bien, étendre son activité. Et donc, l'innovation va être pour lui un acte offensif puisque son marché ne va pas disparaître. Par contre, pour le maréchal ferrant, on peut imaginer que s'il ne fait rien, eh bien son marché va se rétrécir progressivement avec l'apparition de l'automobile et jusqu'à se restreindre à une toute petite niche qui est de s'occuper des gens qui vont continuer à utiliser le cheval pour le loisir ou pour les courses, par exemple, ou pour le travail à la ferme, donc il n'apparaîtra pas les tracteurs. Et donc, pour lui, par contre, compte tenu de son savoir-faire de forgeron, et voilà, plus largement, il y a peut-être possibilité d'adapter sa technique à l'environnement de la voiture automobile et donc de faire évoluer son offre. Et donc, en innovant, il va pouvoir se défendre contre la perte d'opportunités liées à cette innovation. Et donc, on voit bien que l'innovation, effectivement, pour les entreprises, elle peut être soit offensive, soit défensive. C'est-à-dire, l'environnement change à ma défaveur et donc je dois innover pour me maintenir et continuer à me développer. Ou bien l'environnement change à ma faveur et donc je peux emboîter le pas et innover pour saisir cette opportunité. Voilà, ça c'est toujours, quelle que soit l'innovation considérée, on est dans une de ces deux situations, soit offensif, soit défensif. Et dans les deux cas, on peut être alimenté par ces signaux faibles qui me donnent une impulsion pour avancer, soit en me disant « Oh là là, attention, tu es en danger, ton marché est en train de s'écrouler et il faut faire quelque chose »,
Ou bien, oh là là, attention, il y a une opportunité ici que tu peux saisir parce que tu en as voilà, les éléments essentiels pour te lancer. Et donc, dans les deux cas, les signaux faibles aident l'entreprise à se saisir d'une opportunité. Alors, je remets ma définition. L'innovation, c'est donc se saisir d'une opportunité de marché en proposant une nouvelle solution plus adaptée à la situation. Et on va essayer de regarder maintenant d'où peuvent venir ces signaux faibles eu égard à ces trois parts de la proposition. Parce que finalement, l'innovation peut venir soit d'une opportunité de marché, soit d'une nouvelle solution, soit de la situation qui nous pousse à agir. Donc, première source de signaux faibles, c'est le client. Donc ça, j'ai des clients et ils me passent des messages clairs, des messages subliminaux, des messages subtils. Mais dans tous les cas, mes clients sont une des sources principales de signal que je dois écouter, qui vont peut-être m'ouvrir sur des opportunités de marché nouvelles, puisque si le client évolue, on va voir tout de suite quelques exemples. Si le client évolue, il y aura donc nécessité de s'adapter. Mais l'autre source de signal faible en lien avec le marché, c'est celle des concurrents. Parce que mes concurrents aussi, ils agissent et ils peuvent être plus rapides que moi. Ils peuvent avoir d'un coup des évolutions dans leurs offres et dans leur façon de travailler. Et donc, ils émettent des signaux aussi qui peuvent être très discrets au départ parce qu'ils ne veulent pas justement se faire repérer, mais qui sont annonciateurs de grands changements et qu'il est bon de pouvoir détecter le plus tôt possible. Donc voilà un peu les deux sources principales en lien avec le marché, donc les clients et les concurrents. Ensuite, par rapport à la possibilité de proposer une nouvelle solution, eh bien, souvent, ce n'est pas uniquement le cas, mais c'est quand même principalement le cas, c'est la technologie qui évolue et donc l'apparition d'une nouvelle technologie va permettre la création d'une nouvelle solution dans un marché donné. Et effectivement, il y a beaucoup de choses que les gens pouvaient avoir imaginées il y a longtemps, mais qui n'étaient pas encore possibles car la technologie n'était pas disponible. Et puis un jour, elle devient disponible et c'est le moment de l'intégrer dans une solution, dans son marché et dans son offre. Et puis, il y a l'environnement en général qui peut offrir tout un tas de signaux. Alors là, c'est encore plus diffus parce que ça peut venir de partout. Donc, il y a tout ce qui concerne les tendances sociologiques, de comment la civilisation, presque, j'allais dire, évolue, comment les gens changent de façon d'être, de façon de faire, de façon de penser, de façon d'agir, de façon de se comporter, et autant de changements qui peuvent impacter donc leurs besoins et leurs attentes. Et donc, si on est attentif, on peut proposer des innovations qui vont dans le sens de ces évolutions. Et puis enfin, il y a l'évolution du contexte global dans lequel l'entreprise évolue. Donc, une entreprise, elle n'est pas découplée de ce qui se passe, donc elle évolue dans un contexte politique, dans un contexte juridique. Des nouvelles lois sont proposées en permanence qui peuvent impacter ou non son business. Et puis, bien sûr, elle évolue dans un contexte macroéconomique, même si l'entreprise est en très bonne forme parce qu'elle a bien appliqué une bonne stratégie, eh bien, il peut se passer un événement macroéconomique qui l'impacte, que ce soit une crise des ressources, une crise financière ou une crise comme la pandémie du Covid, par exemple, qui donc impacte macroéconomiquement tout ce qui se passe et aussi donc l'entreprise, même si par ailleurs elle était en bonne santé. Donc voilà les cinq
5 sources, pour moi, principales de signaux faibles qu'il faut suivre et qu'il faut écouter. Donc, on va regarder une par une ces sources pour à la fois trouver, illustrer un peu plus précisément ce que ça veut dire et aussi trouver effectivement comment les écouter. Alors, l'écoute du client, eh bien, en fait, les clients, ils sont assez régulièrement, voire tous les jours, en contact avec les services de l'entreprise, le service commercial, avec peut-être le service de la facturation, avec le service marketing au travers peut-être du site internet. Et les clients, ils parlent, ils émettent des besoins, ils émettent des demandes, des requêtes, ils émettent des avis, et c'est tout ça qui constitue un peu les messages à suivre. Alors, par exemple, qu'est-ce que serait un signal faible? Eh bien, imaginons une entreprise qui vend, par exemple, des tondeuses à gazon, qui fabrique et vend des tondeuses à gazon. Voilà, ça fait des dizaines d'années qu'elle est dans ce marché-là, qu'elle innove progressivement pour améliorer ses tondeuses. Et jusque-là, voilà, elle a des clients qui achètent et qui payent contents ces machines. Et puis, progressivement, elle reçoit des demandes qui apparaissent alors de façon très éparse au départ, peut-être une fois par mois, et puis progressivement peut-être 2 fois par mois, de gens qui disent « Est-ce que vous proposez la location de vos tondeuses ?» Non, monsieur, non, madame, non, nous, on vend. Bon, d'accord. Voilà. Donc, soit on n'en fait rien en disant, voilà, c'est une question comme une autre. Et puis, de toute façon, nous, on vend les tondeuses. Soit on se dit, mais c'est bizarre, on ne nous a jamais demandé ça. Pourquoi on a d'un coup ce type de demande? Et si ça se reproduit, même si c'est 1 sur 100, 1 sur 1000, le fait qu'il y ait une demande qui apparaisse et qui ensuite augmente, eh bien, c'est exactement l'exemple d'un signal faible qu'il faut être capable d'entendre, de remarquer et ensuite d'interpréter, on le verra, pour prendre une action. De la même façon, si vous avez l'habitude de vendre vos produits aux jeunes adolescents, par exemple, imaginons ça, tous vos clients ont entre 15 et 25 ans. Et puis d'un coup, vous voyez qu'il apparaît des clients de 50 ans et plus qui se mettent à acheter les produits. Alors c'est pareil, on peut se dire, c'est le hasard, c'est le grand-parent qui veut offrir un cadeau. Peu importe, on peut laisser tomber, se focaliser son discours marketing, en se disant, moi, ma cible, c'est les jeunes, je parle aux jeunes. Et puis, si cette clientèle plus âgée se développe, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je change mon discours? Est-ce que je crée un deuxième discours pour la développer plus encore? Voilà. Voilà encore un signal faible qui peut paraître anodin en départ, mais qui peut s'avérer important si je sais l'écouter. De la même façon, j'ai toujours eu des super avis sur mes produits. Les gens ont toujours mis 4 étoiles en recevant mes produits. Et puis un jour, il apparaît des avis plus négatifs. Un ou deux, on dit tiens, c'est un ronflon. Mais le mois d'après, c'est 3 ou 4. Le mois d'après, c'est 7 ou 8. Eh bien, faut peut-être se pencher sur le sujet. Il y a peut-être quelque chose qui a changé, soit parce que les habitudes, les attentes des clients sont devenues différentes, soit parce que moi, j'ai dérivé, la qualité de mes produits n'est pas aussi bien, ou mes produits sont devenus un peu dépassés. Voilà. Et puis pareil, si je vends un produit pour un usage bien défini et que je me rends compte que quelques personnes l'utilisent à autre chose,
là aussi, ça peut amener à réfléchir. Donc voilà quelques exemples de comment l'attention portée au client peut nous amener à comprendre des évolutions dans notre marché. Et bien sûr, la chose importante à faire, c'est de se dire, est-ce que dans mon entreprise, j'ai mis en place une organisation pour capter ces observations sur le comportement des clients. Parce que comme je disais tout à l'heure, un signal, il peut être émis et il sera émis. Et les clients, ils n'attendent pas votre autorisation pour émettre des signaux. Mais est-ce que vous avez mis en place des capteurs pour pouvoir les saisir? Est-ce que la personne le webmaster qui répond aux gens qui font des remarques, est-ce que une fois qu'il y a des remarques différentes de d'habitude, est-ce qu'il fait remonter ça à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un s'occupe de se rendre compte que les choses changent? Voilà. Et donc ça, c'est extrêmement important parce que on peut passer à côté de beaucoup de choses si on n'est pas à l'écoute en interne de ces signaux. Et les signaux à remonter, hein, on dit souvent que le livreur de l'entreprise peut être une très bonne source parce que lui, il arrive chez le client avec le produit. Donc, il a la réaction initiale du client quand il découvre son produit une fois livré. Et si, je sais pas, le client se plaint à chaque fois, dire oui, mais c'est mal emballé, oui, mais c'est pas pratique à décharger, oui, mais voilà. Eh bien, le livreur, il entend ça, mais est-ce que quand il rentre en entreprise, il a quelqu'un à qui partager ses avis? Deuxième sujet, la surveillance des concurrents. Alors, les concurrents ont-ils changé? Les concurrents, ils communiquent, oui, on est habitué, alors on sait, ils disent ça, ils font leur pub de telle et telle façon. Et puis un jour, ça change. Tiens, pourquoi ils changent de ton? Pourquoi ils changent de vocabulaire? Pourquoi ils changent de médias peut-être? Ils avaient l'habitude de communiquer sur les revues professionnelles et d'un coup, ils ont créé une chaîne YouTube. Ah bon? Qu'est-ce que ça signifie? Tiens, une annonce du concurrent qui cherche un responsable, un ingénieur en électronique. Ah bon, alors que d'habitude, ils font plutôt de la mécanique. Tiens, qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Et puis, c'est des fois pas facile à trouver, mais est-ce qu'on suit les informations financières de la concurrence? Est-ce qu'on connaît leurs résultats? Est-ce qu'on connaît le moment quand ils cherchent à lever des fonds, etc. Et puis, évidemment, les clients, ils parlent aussi des produits de la concurrence sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Ils en disent quoi? Est-ce que leur opinion est toujours la même ou est-ce qu'elle évolue? Est-ce que d'un coup, on voit de plus en plus de clients satisfaits des produits de la concurrence? Ou au contraire, est-ce qu'on voit de plus en plus de clients mécontents des produits de la concurrence? Eh bien, tous ces signaux-là, évidemment, qu'ils parlent et qu'ils disent quelque chose. Si les concurrents sont de plus en plus satisfaits des produits de la concurrence, ben, peut-être que j'ai du souci à me faire. Voilà. Donc, pareil, est-ce que la surveillance de la concurrence, c'est une mission qui est dévolue à quelqu'un dans l'entreprise? Est-ce que quelqu'un se préoccupe de ça? Est-ce que ça fait l'objet de remontées de rapports mensuels, trimestriels au comité de direction? Et la technologie? La technologie évolue très très vite et on est dans un environnement, dans un temps où la technologie évolue de plus en plus vite et toute technologie est susceptible d'impacter mon business. Quand Kodak, il y a une trentaine d'années, se préoccupait de technologie, ils se préoccupaient beaucoup de chimie, puisque leur métier, c'était de la chimie. Et s'il y avait des nouvelles inventions, des nouveaux procédés, des nouveaux matériaux, ça les concernait beaucoup. Mais finalement,
le danger est venu non pas de la chimie, mais de l'électronique, puisqu'on est passé de la photo argentique à la photo numérique. Donc, la technologie, quel que soit son domaine, peut impacter mon business à un moment ou à un autre. Et donc, il est important de suivre et de comprendre comment les technologies évoluent. Alors, on n'est pas tous technophiles, on n'est pas tous férus, passionnés, geeks, comme on dit, mais il est malgré tout important de comprendre les grandes évolutions et de comprendre d'où peuvent venir les dangers. Et donc, une façon de s'informer, c'est déjà d'aller regarder les brevets qui sortent, parce que les brevets, ça sort souvent assez longtemps avant que les produits arrivent sur le marché. Il est important de visiter des salons dans lesquels les nouveautés sont présentées. Il est peut-être important de temps en temps d'aller faire un petit tour dans des laboratoires pour voir ce qui se trame pour le futur. Et puis, voilà, il y a régulièrement des organismes qui organisent des conférences où on fait le tour des questions de technologie dans un domaine donné. On peut utiliser des outils comme Twitter pour suivre ce qui se passe, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc voilà, il y a une source d'informations sur les technologies et il est important de bien comprendre. Et c'est pareil, est-ce que quelqu'un dans l'entreprise réfléchit à l'impact des technologies sur le métier? Est-ce qu'il y a un chargé de veille technologique? Est-ce qu'il y a un ingénieur au service R&D qui s'intéresse un peu à tout ce qui bouge? Voilà, donc ça c'est extrêmement important parce que les signaux sont souvent faibles et viennent souvent d'endroits où on ne les attend pas. Les tendances sociologiques. Alors là, on est tous immersés dans une culture donnée et on est tous plus ou moins sensibles aux changements qui sont souvent lents, mais à la fois qui peuvent quand même être accélérés par divers événements. Donc les habitudes de vie, comment les gens partent en vacances, comment les gens font la cuisine, comment les gens s'occupent pendant leurs loisirs, comment les gens même travaillent. Voilà. Les tendances, peut-être, elles sont aussi induites d'une génération à l'autre. Et donc, on est chacun prisonnier de sa génération et comment on voit arriver des nouveaux comportements dans les nouvelles générations. Alors aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, évidemment, il y a ce qu'on appelle les influenceurs qui sont à la fois capteurs de tendances, mais aussi faiseurs de tendances. Et est-ce qu'on est au courant? Est-ce qu'on suit les influenceurs dans son domaine d'activité? Voilà. Et puis, j'ai mis là de façon un peu plus anecdotique, mais pas forcément, suivant le métier qu'on fait, c'est que les artistes sont souvent aussi des précurseurs. Hein. Les artistes ont souvent une vision de l'avenir qu'ils traduisent dans leurs œuvres, pas forcément de façon explicite, mais qui peuvent permettre de détecter des tendances futures. Et là, souvent dans l'entreprise, comment on peut être à l'affût de ces changements sociologiques? Eh bien, peut-être c'est en fonction de la politique RH qu'on met en œuvre. Si j'ai une entreprise très homogène, à la fois en âge, en sexe, en origine, je vais être moins sensible à l'évolution des tendances parce qu'on est tous prisonniers de nos biais. Et donc, plus une entreprise sera ouverte et diverse, plus elle sera capable de capter les signaux faibles liés à des évolutions, parce que voilà, les jeunes dans l'entreprise, ils vont se comporter comme des jeunes, et donc ils vont amener d'eux-mêmes les nouvelles façons d'être et de faire. S'il y a voilà, un bon équilibre entre les hommes et les femmes, s'il y a aussi de la diversité, si on fait de temps en temps entrer du sang neuf au travers de stagiaires ou de recrutement, on est plus à même, on est plus armé pour détecter des signaux faibles sociologiques.
Et enfin, la dernière source de signal, c'est le contexte politique, juridique, macroéconomique. Voilà. Alors, on est tous baignés des informations, de ce qui se passe, des lois, des normes qui nous tombent dessus, les crises économiques qui arrivent. Donc, tout ça, évidemment, nous est poussé, et qu'on le veuille ou non. Mais c'est comment on en tient compte? Est-ce que on a une attitude de réaction particulière par rapport à ce qui se passe, ou est-ce qu'on préfère faire la politique de l'autruche en disant oui, bon, mais moi je suis pas concerné, j'avance et on verra bien. Alors, c'est pas le tout de capter des signaux faibles, encore faut-il savoir les interpréter. Un exemple assez frappant, le FBI avait pu détecter dans fin des années 2000, début des années 2001, qu'il y avait des individus originaires du Moyen-Orient qui s'entraînaient, qui apprenaient à piloter un avion, mais qui zappaient la phase décollage et la phase atterrissage. Bon, c'était un peu bizarre quand même. Ils avaient noté ça, mais au final, ils avaient classé l'information parce que, par ailleurs, une autre information disait que il était devenu à la mode d'apprendre à piloter, pour les gens riches, d'apprendre à piloter un avion sans se préoccuper de ces phases-là. Eh bien, voilà, mal leur en a pris de ne pas avoir mieux creusé cette information. Peut-être qu'il y avait une enquête plus approfondie à mener qui aurait peut-être permis d'éviter un drame. Donc, c'est pas le tout d'avoir détecté un signal faible, encore faut-il savoir l'interpréter et savoir ensuite prendre des mesures pour agir. Alors, je vais passer rapidement maintenant en revue quelques outils qui peuvent aider à détecter les tendances, parce que voilà, il n'est pas toujours évident dans la masse d'informations qui nous arrivent de pouvoir comprendre ce qui va être ou pas déterminant pour mon entreprise. Alors, je liste un certain nombre d'outils, pas du tout exhaustifs bien sûr, mais pour vous donner une idée de ce qui peut exister, qui peut permettre de capter, donc des capteurs d'informations. Alors d'abord, il y a des gens dont c'est le métier. Les prospectivistes, eh bien, leur métier, c'est justement de un peu prédire les évolutions, de prédire, de donner des scénarios pour l'évolution du monde, alors au sens très large, ou bien pour une activité donnée. Et évidemment, ces gens-là, dont c'est le métier, vont produire régulièrement de l'information. Et il peut être bienvenu de les consulter, de s'abonner à leur newsletter, de lire leurs livres. Alors là, je vous parle d'un seul, mais il en existe bien sûr plein. Et il peut en exister aussi en fonction des métiers, des secteurs d'activité de l'entreprise. Là, je vous mets sur la slide Philippe Cahen, qui est, si vous tapez sur Internet signaux faibles, vous allez sûrement tomber sur lui. C'est un peu le monsieur signal faible français. Et donc, il a une lettre hebdomadaire ou mensuelle, je ne sais plus, auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Et puis, voilà, il a écrit, par exemple, un de ses derniers livres sur méthodes et pratiques de la prospective par les signaux faibles. Voilà. Et donc, là, il essaye de vous enseigner un peu comment écouter les signaux faibles pour se préparer à l'avenir. Évidemment, après, il existe tout un tas d'outils logiciels pour faire de la veille, parce que finalement, l'acte de faire de la veille, d'écouter ce qui se passe, c'est une des premières façons de détecter des signaux faibles. Donc là, je ne rentre pas du tout dans les détails, il y a plein d'outils, vous allez taper outils de veille, vous allez voir plein d'articles qui vous en conseillent certains ou d'autres, voilà, en fonction de votre métier, de votre secteur, de votre taille d'entreprise. Il y a des choix plus ou moins évidents à faire.
J'ai mis aussi un petit site internet outilsveille.com qui fait de la veille sur les outils de veille, pour dire ce qui existe et qui peut être utile. Moi, j'utilise beaucoup Twitter comme outil de veille parce que Twitter, alors il a plein de défauts, hein, c'est un réseau social qui a plein de défauts, mais qui a au moins un avantage, c'est que une fois qu'on suit les bons spécialistes, on est quand même, on passe rarement à côté d'une info intéressante. Donc la difficulté, c'est de repérer et d'arriver à collectionner un certain nombre de comptes à suivre, mais ensuite ça marche assez bien. Et dans un domaine donné, de suivre ce qui se passe. Donc, on peut commencer à aller chercher évidemment avec des hashtags. Et puis après, soit vous mélangez, si vous vous intéressez à plusieurs sujets, soit vous suivez plein de monde et tout est mélangé, soit vous pouvez même créer un compte par sujet. Si vous vous intéressez à 3 ou 4 sujets donnés, vous créez un compte par sujet, vous suivez juste des experts et vous allez avoir tous les jours un digeste facile à lire de ce qui se passe. Alors évidemment, c'est pas le tout d'avoir fait ça. Il faut aussi y passer un peu de temps parce que si on ne prend pas le temps de lire, de consulter rapidement ce qui est produit tous les jours, ça sert à rien d'avoir un compte. Ensuite, il y a un outil aussi très intéressant qui s'appelle Google Trends qui permet de savoir ce que les gens cherchent sur Google et donc de détecter les changements dans la quantité de recherche faite sur un mot-clé donné. Alors, soit vous avez un doute et vous vous dites, tiens, est-ce que les gens cherchent tel ou tel mot, soit vous regardez ce qui change. Voilà, il y a plusieurs façons d'utiliser cet outil. Alors, juste pour illustrer, j'ai cherché le mot webinar en anglais. Alors, on voit le nombre d'apparitions. Alors, non, c'est pas le nombre d'ailleurs, c'est un pourcentage. Hein. Vous voyez, 100, c'est qu'il se cale sur le maximum, c'est 100, et après, c'est en pourcentage. Donc là, je l'ai fait depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui. On voit très bien qu'il y a un moment où les gens se sont mis à chercher des webinars. Donc, webinar, c'est en anglais, donc on peut supposer que c'est les gens de langue anglaise, se sont mis à chercher webinars sur Google. C'est en mars 2020. Début de la pandémie, on était tous enfermés chez nous, il fallait s'occuper. Et donc, tout le monde s'est mis à chercher webinar. Et puis, au fur et à mesure que la pandémie a décliné, on voit que dans la courbe, les recherches ont diminué. Mais ceci dit, elles ne sont pas revenues tout à fait à leur état d'avant le Covid. Donc, ça veut dire que le webinaire est toujours un outil un peu plus recherché qu'auparavant. Et puis après, j'ai cherché webinaire en français pour voir si les utilisateurs de langue française se comportaient différemment. Eh bien oui, un peu. Il y a ce même pic au moment du Covid, mais on voit qu'on est redescendu moins bas que globalement les anglo-saxons. Donc peut-être ça veut dire qu'il y a toujours une opportunité en France d'organiser des webinaires comme nous faisons en ce moment et que ça intéresse toujours les gens, même si nous sommes sortis de la période de Covid. Et puis après, j'ai voulu regarder, juste pour tester, 2 autres mots. J'ai cherché le shampoing solide. Voilà une tendance peut-être assez récente. On voit qu'effectivement, après 2015, on voit que c'est une recherche qui monte. Mais là où j'ai été surpris, c'est que depuis 2017, 18, 19 peut-être, là, il y a eu un plateau et maintenant, ça redescend plutôt la recherche. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Si je suis dans le secteur des cosmétiques, pourquoi les gens cherchaient beaucoup et maintenant ils cherchent moins? Est-ce que l'intérêt est en train de passer ou est-ce qu'il y a une autre raison? Après, il faut creuser. Et voilà une tendance qui est donnée, en tout cas assez simplement ici. Et puis, j'ai cherché vélo électrique. Alors là, c'est pareil, on voit qu'on est sur un pic qui est vraiment croissant, mais avec des grosses variations saisonnières. Et on voit que les gens cherchent vélo électrique l'été. Et qu'en hiver, pas du tout. Donc, si je veux faire du marketing sur le vélo électrique, voilà, il y a peut-être des meilleures saisons que d'autres. Et puis, un outil plus récent qui est apparu là, fin de l'année dernière, donc l'outil d'intelligence artificielle ChatGPT, mais il y a d'autres outils. Et là aussi, j'ai voulu voir s'il était capable de me donner
des tendances lui-même, s'il avait déjà compris comment évolue le marché. Donc, j'ai dit, je suis un marchand de vélos électriques, pour rester sur l'exemple précédent. Je cherche des signaux faibles sur ce marché, peux-tu m'en donner 5? Ah ben oui, bien sûr. Voilà, 5 signaux, pardon. Donc, il y a une augmentation de la demande des vélos électriques pliables. Ah, intéressant, parce que les gens ont besoin de se déplacer d'abord dans un transport et puis ensuite de sortir leur vélo. Ensuite, il y a un besoin aussi de vélos électriques de plus en plus croissant dans l'univers du partage. Voilà. Et puis les vélos électriques pour les sites touristiques, les vélos électriques pour les personnes âgées et handicapées, et le besoin d'accessoires, de nouvelles technologies sur les vélos électriques. Bon, voilà des choses qui peut-être sont évidentes pour le marchand de cycles électriques, mais pas forcément. Donc ça peut en tout cas inciter à creuser certains aspects, et donc comme ça on peut dialoguer avec l'IA qui elle est très fournie en data, et donc le fait d'interroger peut permettre de détecter des choses plus cachées qui nous auraient échappé. Ensuite, il y a aussi les données financières de l'entreprise. Je parlais tout à l'heure de comportement des clients, et peut-être que s'ils se traduisent, si le panier moyen augmente, si certains clients de certaines tranches d'âge achètent certains types de produits, tout ça, ça peut paraître noyé, sauf si j'ai des outils assez fins d'analyse. Et donc, il y a ce qu'on appelle les outils de business intelligence qui permettent d'avoir très facilement, très visuellement, des rapports d'activité mensuels ou hebdomadaires, enfin, suivant le rythme auquel on veut regarder, et qui vont donc faire apparaître des tendances, des comportements un peu atypiques, et qui peuvent donc automatiquement sortir ces signaux faibles. Ensuite, il y a des sites, mais en particulier un qui est bien connu, qui s'appelle Product Hunt. Donc là, c'est un site américain sur lequel les gens mettent toutes les innovations. Dès qu'il sort une appli, un produit, n'importe quoi, il est mis sur Product Hunt dès son lancement. Donc ça permet, en suivant ça, en regardant ce qui sort, de se dire, ah tiens, il y a une technologie, il y a une nouvelle approche des choses qui vient de se lancer. Et souvent, si ça part des États-Unis, ça va mettre un certain temps à arriver chez nous. Et donc, avec des outils comme Product Hunt, on peut être informé dès le jour 1 de la sortie de nouveaux produits. Il y a évidemment la base des brevets. À l'INPI, vous avez tous les brevets français, européens, internationaux que vous pouvez consulter dès qu'ils sont publiés, et dans lequel vous pouvez chercher par mots-clés, etc., pour voir ce qui est en train de se passer. Alors, un brevet ne signifie pas du tout que le produit va sortir. Il signifie juste que quelqu'un travaille sur le sujet et qu'il a des idées. Et puis, il y a aussi tout un tas de gens, un peu comme pour les prospectivistes, mais de façon plus large, qui écrivent des newsletters dans un secteur ou un autre, et ils sont à l'affût des tendances, et ils vont donc régulièrement, toutes les semaines, tous les mois, faire la compilation de ce qu'ils ont trouvé. Alors là, j'en cite une en particulier de Marie Dolé, qui est une très bonne newsletter sur les tendances plutôt tech, plutôt numériques. Et donc, voilà, j'accélère parce qu'on arrive à la fin. Mais c'est pas le tout d'avoir des outils, c'est pas le tout de détecter les signaux faibles. Évidemment, si vous ne faites rien, on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple des attentats du 11 septembre, que le malheur peut quand même arriver. Et donc, que faire une fois qu'on a détecté quelque chose qui semble bizarre? Eh bien, la première chose, c'est de prêter l'oreille. Dans la nuit, quand vous dormez, si d'un coup vous entendez un bruit bizarre qui vous réveille un peu, soit vous vous rendormez, soit vous prêtez l'oreille. Vous essayez de comprendre d'où vient ce bruit, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe.
Prêter l'oreille, c'est être plus attentif, de regarder si ce que vous avez vu une fois se reproduit. Et puis après, amplifier le signal, ça veut dire poser des questions. Si vous avez vu que vos clients commencent à s'intéresser de façon différente à vos produits, peut-être qu'au lieu de juste attendre qu'eux-mêmes viennent vous en parler, il faut faire une petite enquête auprès d'un panel pour voir si ceux qui ne sont pas encore exprimés sont aussi dans la même mouvance. Ensuite, vous pouvez aller voir des experts qui sont plus affûtés que vous sur le sujet. Vous pouvez chercher sur Internet, est-ce qu'il y a des informations cachées qui valident un peu ce que vous avez compris. Et puis, si vous confirmez un peu que ce signal faible, il est réel, eh bien, à ce moment-là, il faut prendre une décision. C'est qu'est-ce que j'en fais? Je l'ignore, je change, je me prépare, j'anticipe, je me défends. Voilà, enfin, on n'est pas obligé de sauter sur tout ce qui bouge, mais il faut au moins être conscient qu'il y a quelque chose à faire. Et puis, après cette décision, ben, si vous avez décidé d'agir, il faut passer à l'action. Et pour terminer, je reviens à Philippe Cahen, dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce que finalement, lui, il dit en prospective, et donc ça s'applique ici pour les signaux faibles, il y a 3 temps à prendre en compte. C'est apprendre, donc apprendre, c'est observer, écouter, ramasser de l'information, dire tiens, il y a des choses nouvelles, donc je creuse, j'essaie de comprendre. Ensuite, il appelle ça déprendre. Déprendre, c'est se libérer de sa façon habituelle de penser. Parce que la première réaction qu'on a quand un client se comporte différemment de mes clients de d'habitude, c'est de dire non mais attends, ça fait des années que les clients ils veulent ça, lui c'est un énergumène spécial, je m'en fous. Eh bien non, à un moment donné quand ça change, il faut lâcher la vision qu'on a pour pouvoir reprendre, c'est-à-dire réapprendre, c'est-à-dire recontextualiser, et c'est là qu'on peut innover en changeant son état d'esprit pour s'ouvrir à une situation nouvelle. Voilà, c'est un tout petit peu long, mais j'en ai terminé. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des questions pendant la présentation ou si vous voulez les poser maintenant. Mais en tout cas, je suis ouvert à ça. Merci beaucoup, Christian. J'ai pas vu beaucoup de questions passer pendant le webinaire, donc n'hésitez pas à les partager maintenant si vous avez des choses à ajouter, soit des questions ou éventuellement d'autres conseils ou d'autres exemples que vous auriez envie de partager avec nous ce matin. Alors, regardez les recrutements des entreprises. Oula, ça vole. Regardez les recrutements des entreprises concurrentes pour pouvoir dénicher le futur développement. Ben oui. Oui, tout à fait. Hein, parce que le recrutement dit beaucoup de choses sur la stratégie de l'entreprise. Alors, comment faire face aux signaux lancés par la concurrence? Eh bien, soit effectivement la concurrence lance des signaux qui montrent qu'elle est en train d'évoluer, qu'elle est en train de se développer, d'innover, etc. Et donc, elle risque de vous faire de l'ombre. Et donc, il faut réagir soit en suivant, ce qui n'est pas forcément la meilleure idée, soit en contre-innovant, en faisant autre chose pour garder vos acquis. Soit les signaux qu'elle donne sont des signaux plutôt qu'elle est en perdition, en perte de vitesse ou qu'elle a des produits qui sont plus adaptés. Et là, peut-être que c'est le moment de bouger, de dire je me rapproche d'elle pour racheter l'entreprise et capter son marché, ou je vais m'adresser à ses clients pour qu'ils passent chez moi. Voilà, en fonction de la typologie des signaux, évidemment, on doit s'adapter. Comment ne pas être biaisé par des visions personnelles, considérer un signal inutile alors qu'il pourrait être un levier? Alors ça c'est une très bonne question, parce qu'effectivement nos filtres personnels peuvent nous amener à croire que ça y est, voilà, tout le monde pense que, parce que c'est le biais de confirmation. Si je vois quelqu'un qui pense comme moi que les choses vont évoluer dans un sens ou dans l'autre, je peux me plonger là-dessus en disant ça c'est vrai.
attention, oui, nos filtres personnels peuvent être trompeurs. Et donc, comment s'en affranchir? Ben, c'est partager ça. C'est-à-dire, dans l'entreprise, on doit être plusieurs à partager la vision. Il faut confronter les points de vue. Il faut aller aussi, une fois qu'on a détecté quelque chose, aller à l'extérieur pour le valider. Une fois qu'on a vu chez un petit nombre qu'il y avait un changement, il faut essayer d'aller interroger d'autres pour voir s'il est validé. Voilà. Évidemment qu'il y a tout un travail de validation des signaux faibles. Comment être sûr qu'une innovation est utile et non un risque à prendre? Ah, alors ça, il n'y a pas de moyen d'être sûr. L'innovation, c'est toujours un risque. Mais est-ce que le risque de ne rien faire n'est pas plus grand que le risque d'agir? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Mais l'innovation est toujours un risque. Hein. On ne sait pas, même si on a bien fait son travail en amont d'études de marché, d'observation des signaux faibles, on ne peut pas garantir le succès. Personne n'est capable. Beaucoup d'entreprises établies, matures, avec beaucoup de moyens, lancent des innovations qui sont des fours. Donc, ça veut bien dire que c'est très difficile d'être sûr que l'innovation va fonctionner. Il n'y a pas d'assurance tout risque de l'innovation. Donc, il faut y aller progressivement et de temps en temps prendre des paris. Mais encore une fois, ne rien faire est un pari plus risqué, à mon avis, que d'innover. Un minimum de 3 personnes pour travailler sur la veille avec des profils complémentaires, est-ce la meilleure composition? Alors, tout dépend de la taille de votre entreprise. Hein. Si vous êtes 5 et que vous en mettez 3 sur la veille, peut-être que vous allez avoir du mal à être rentable. Mais oui, en tout cas, il est bien que plusieurs personnes se confrontent leur point de vue, mais il est bien aussi de sensibiliser tout le monde. Je parlais des livreurs tout à l'heure, mais les personnes à la comptabilité qui sont tous les jours aux clients, en lien avec les clients qui me posent des questions sur leurs factures, c'est aussi des radars pour capter des signaux. Donc la veille, elle est multiple et diverse, et je pense qu'il faut que ça soit un état d'esprit global de l'entreprise. Après, il faut organiser la remontée de l'info. Est-ce que c'est une plateforme dans laquelle les gens mettent? Est-ce que c'est une réunion hebdomadaire par service? Voilà. Enfin, après, en fonction de la taille de l'entreprise et de son fonctionnement, il y a plein de façons de faire. Et certains signaux peuvent s'opposer. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Les évolutions, elles peuvent partir dans un sens puis dans l'autre, et laquelle va l'emporter, quelle sera la tendance. Et puis, de toute façon, une entreprise ne parle pas à tout le monde. Hein, donc, il peut y avoir des signaux qui ne changent rien pour vous. Si vous vendez aux personnes à la retraite, le positionnement des jeunes sur TikTok va peut-être pas trop changer grand-chose à votre business. Sauf quand eux-mêmes arriveront à la retraite. Mais TikTok n'existera peut-être plus. Voilà. Certains signaux sont éphémères, oui, c'est vrai. Donc ceux-là, ils sont peut-être des faux signaux faibles, hein, parce qu'il peut y avoir aussi des signaux qui démarrent et puis qui s'atteignent, qui s'arrêtent très vite, et auquel cas, ils ont un peu d'incidence. Ben, je vous propose d'en rester là. Peut-être que Charlotte a encore conclusion à apporter. Très bien, merci beaucoup Christian pour cette présentation. Merci pour les quelques échanges de fin de webinaire. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions qui vous viennent à la suite de ce webinaire. Avant de nous quitter, je voudrais vous annoncer la prochaine date de ce programme des matinées et webinaires de l'innovation. Un événement qui aura lieu le 9 mai. Ce sera un nouveau webinaire, donc de 11h à midi. Et donc, cet événement est baptisé « Faire mieux avec moins ». Et si on parlait innovation frugale, et c'est Sandrine Hélène Trouillard qui aura la chance de nous présenter ce qu'est l'innovation frugale et des conseils pour intégrer ces principes. Donc, n'hésitez pas, je vous enverrai le lien d'inscription tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dès aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.